commence? On est prêt. 3, c'est parti. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. L'équipe de Mieux Vivre à mes yeux est très heureuse de vous accueillir ce soir dans des conditions somme toute un peu particulières. En effet, nous aurions préféré être parmi vous, mais le contexte sanitaire nous oblige à procéder différemment. Ce live se déroulera de la manière suivante. Axel Marin prendra en premier lieu la parole, puis Issam Benzeguiba, et nous terminerons par un temps d'échange, tous les trois, avec vous. Vous pourrez d'ores et déjà poser vos questions sur le live. C'est tout bon? Juste un petit décalage. Vas-y, c'est terminé. À moi. Bonjour à vous toutes et tous. Donc Axel Marin, j'étais la tête de liste du Rassemblement écologiste et de gauche Mes Yeux Vertes, Humaines et Solidaires. J'ai 29 ans, je vis à mes yeux, j'ai grandi à mes yeux et je suis ingénieur dans l'environnement sur les milieux aquatiques. J'ai mené une liste, nous nous sommes engagés sur un constat qu'il fallait quand même changer mes yeux, que l'évolution de notre ville n'allait pas, qu'il n'y avait pas assez de végétalisation, trop d'urbanisation à outrance, trop de construction sans aucune réflexion, qu'il n'y avait aucun aménagement doux pour les transports doux, je pense aux cyclistes, aux piétons, aux navettes également de transports en commun, qu'on avait un vrai manque d'accompagnement de nos commerçants, de nos artisans, de nos petites PME, et qu'on avait vraiment besoin, en fait, pour notre ville, de réfléchir au futur, de voir comment est-ce qu'on pouvait développer des énergies renouvelables, comment est-ce qu'on pouvait également rénover nos bâtiments pour, en fait, réfléchir pour nos générations futures. C'est pas normal qu'aujourd'hui, à mes yeux, on ait encore des écoles qui doivent fermer pendant 2 semaines, que les enfants puissent pas aller à l'école en pleine canicule à cause de la chaleur. Il y a un vrai besoin d'investissement dans notre ville et on ne peut pas continuer à la donner aux promoteurs immobiliers, continuer à construire de manière anarchique. Donc c'est sur ces défis qu'on s'est rassemblés, qu'on a discuté avec Issam, avec l'ensemble de la liste. On était tous d'accord sur les constats, que je pense que vous partagez également, mais surtout on était d'accord sur les solutions, sur la manière d'y aller, sur en tout cas la vision qu'on avait de mes yeux. Et on était surtout d'accord sur la méthode. Et je pense que c'est important, c'est-à-dire qu'on a travaillé en toute transparence, on a travaillé avec honnêteté, tous ensemble, dans un esprit d'équipe, de confiance. Et je crois que c'est important aussi, pour construire une équipe municipale compétente, qu'elle soit aussi soudée, qu'elle soit transparente, honnête, qu'elle travaille de manière collective. C'est ce qu'on faisait nous dans notre liste. C'est comme ça qu'on a construit notre projet. C'est également comme ça que l'équipe d'Issam, de Sylvie, et tous leurs colistiers ont travaillé, et nous, cette manière de travailler était importante aussi pour nous, et présage, on va dire, de la suite. C'est aussi un projet qu'on a construit ensemble, qui est ambitieux pour la ville, et pour nous, c'était important d'avoir ce courage, on va dire, pour répondre aux défis du futur. On est encore dans une grave crise sanitaire qui nous fait réfléchir. En même temps, il y a une crise économique, et puis on est en plein dans une crise climatique. Les associations disent que c'est le dernier mandat pour agir. En réalité, il ne nous reste même pas 10 ans pour agir pour le climat. Et on a vu, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat, qui a donné ses 150 mesures, qui a travaillé pendant 1 an et demi presque, qui a en réalité plus agi que le gouvernement pendant ce moment-là pour la transition écologique, pour la transition pour le climat. Et c'est à nous, ici à mes yeux, d'agir de la même manière avec des citoyens investis sur l'écologie, investis pour leur ville, avec un projet ambitieux, je dirais. C'est surtout Issam qui va vous parler du projet juste après. Je voulais revenir quand même sur un de nos projets phares qu'on avait dès le premier tour, qui a été accueilli avec beaucoup de bienveillance et en tout cas qui a été bien validé par toute l'équipe d'Issam, c'est de mettre en place, sur mes yeux, une régie agricole, c'est-à-dire une ferme qu'on mettra, à mes yeux, sur nos terrains de la ville, et avec un maraîcher qui sera employé par la ville, c'est-à-dire un agent technique de la commune qui va faire pousser des légumes avec une dimension pédagogique, c'est-à-dire que nos écoles, que tous nos enfants puissent aller au moins une fois dans l'année s'occuper de ces légumes, faire pousser, se rendre compte en réalité de qu'est-ce qu'on mange, de refaire le lien entier de l'assiette, de la terre, en tout cas de l'alimentation de manière générale. Donc il y a un fort aspect pédagogique, et puis surtout qu'on mange mieux, c'est-à-dire qu'on mange une alimentation de qualité, biologique, et puis développée forcément, qui est produite de manière locale. Et pour nous, c'était un symbole, mais c'est également vers ce type de projet, des projets ambitieux, courageux,
qui nécessite de l'investissement, mais de l'investissement pour le futur, pour les générations futures et pour nos enfants, et pour vivre mieux vivre à mes yeux, en bonne santé, et dans une ville saine, respirable, végétale et apaisée. Je te laisse la parole, Issa. Merci Axel, merci Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, toute l'équipe est ravie de vous retrouver, même si Sylvie le disait tout à l'heure en introduction, le contexte fait qu'il était extrêmement compliqué, bien évidemment, de pouvoir réunir plusieurs centaines de personnes. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité quand même avoir cette proximité-là et avoir ce moment d'échange, puisque une fois que j'aurai développé quelques aspects du contrat municipal, l'idée est bien de répondre à vos questions. Je vois en direct qu'il y a déjà pas mal de commentaires, donc je vous encourage à poser vos questions au fur et à mesure pour faire en sorte que nous puissions répondre au maximum de questions d'ici la fin de ce live. Je voudrais reprendre quand même en vous disant que nous sommes à 5 jours, d'un moment qui est absolument crucial pour l'avenir de notre ville et de notre territoire. Il est important pour nous, je le redis, d'avoir ce temps d'échange et ce temps de débat parce que finalement, il n'y a pas eu malheureusement de débat, comme je l'avais appelé de mes voeux et comme je l'aurais souhaité aussi pour ce second tour. Et cette soirée, je l'espère, va nous permettre de vous répondre de manière directe parce que quand on souhaite demain ou quand on prétend tout du moins gérer une commune de 35 000 habitants, la moindre des choses quand même est de venir devant les habitants et de présenter le projet et la vision que nous défendons pour notre ville et notre territoire. La démarche qui est la nôtre est très claire et j'allais dire elle n'a pas changé et au contraire elle s'est renforcée avec l'arrivée de Colistier, donc de la liste Mes yeux, Vertu humaine et solidaire. Axel le disait tout à l'heure, avec des écologistes et des membres de la société civile qui nous ont rejoints et qui finalement ont rejoint ce large rassemblement que nous avions commencé à former dès le premier tour. Ce rassemblement, il est tout d'abord citoyen. Bon nombre de celles et ceux qui nous ont rejoints n'ont aucune étiquette politique et ils nous ont rejoints sur des compétences et sur une envie commune, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour de valeurs, autour d'un projet qu'on a appelé contrat municipal, dans l'idée d'œuvrer pour la ville et les habitants, toujours dans le sens de l'intérêt général. Et aujourd'hui, les résultats du premier tour nous confortent dans l'idée qui est la nôtre, à savoir que ce rassemblement est non seulement crédible, mais qu'il permettra demain, je l'espère, nous l'espérons tous, de pouvoir apporter une alternative à la ville qui est objectivement aujourd'hui, notre liste est objectivement aujourd'hui la seule en capacité de pouvoir l'emporter face au maire sortant dans quelques jours. Le 28 juin, ce sera déterminant à plusieurs titres, je l'évoquais il y a quelques secondes, parce que finalement le choix va être extrêmement simple. On aura le choix entre la possibilité de continuer à bétonner notre ville, cette urbanisation anarchique qui nous pose au quotidien beaucoup de problèmes, avec cette insécurité qui est grandissante, et aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir, avec un gaspillage de l'argent public qui est assez important dans toutes les décisions qui sont prises. Et nous proposerons face à cela un cadre de vie de qualité. Je le dis de temps en temps, nous avons fait finalement beaucoup de quantitatif pendant beaucoup d'années. Il revient maintenant de faire du qualitatif et de soigner ce cadre de vie, de ramener la nature en ville, de remettre l'offre de services à niveau sur les équipements municipaux et sur les différents services publics, remettre le citoyen au centre de la démarche pour lui redonner aussi du pouvoir d'agir. Il est inconcevable aujourd'hui en 2020 qu'une municipalité prenne des décisions seule dans son coin, sans concertation et sans consulter par exemple des riverains qui seraient directement concernés par un projet que j'appellerais un projet structurant. Pour démarrer les quelques thèmes que je souhaiterais aborder avec vous ce soir, je voudrais commencer par un thème qui a été extrêmement mis en avant lorsque, à l'automne dernier, nous avions démarré nos premières consultations citoyennes pour co-construire ce contrat municipal, c'est la question de la sécurité. Vous l'avez peut-être vu, j'ai enregistré il y a quelques jours une petite capsule vidéo dans laquelle j'expliquais de manière assez précise ce que nous souhaitons mettre en place. Le constat est là, et il est relativement implacable. Nous avons sur notre commune une hausse des vols, une hausse des cambriolages, l'augmentation des rodéos sauvages aussi lorsque les beaux jours arrivent. Et cela pose des problèmes bien évidemment de sécurité, de tranquillité publique, mais nuit aussi au quotidien des habitants et il faut y répondre. Alors comment faire Nous avons deux axes très concrets
qui est d'apporter, j'allais dire, de répondre avec la plus grande fermeté lorsque cela sera nécessaire, mais aussi de faire de la proximité et davantage de terrain pour être finalement au plus proche de la population, des différents besoins et apporter les réponses adéquates. Nous renforcerons les forces de police municipale. Aujourd'hui, la police municipale, à mes yeux, compte 16 agents, contre plus d'une vingtaine pour la ville de Dessines, par exemple, qui a quelques milliers d'habitants en moins. Ce n'est pas normal et donc, sur le mandat, nous ferons en sorte de remettre à niveau les effectifs de la police municipale. Cette police municipale, on réorientera son travail vers une mission qui est très utilisée et qui a fait ses preuves, qui est la mission d'îlotage pour favoriser la proximité et les liens avec la population. En complément de ce renforcement de la police municipale, nous créerons des postes d'ASVP et il se trouve que c'est une mesure qui doit être extrêmement intéressante puisque j'ai vu dans certains projets qu'elle avait été largement reprise et je m'en réjouis. L'idée est de répondre aux problématiques de stationnement que l'on peut connaître sur la ville pour précisément décharger la police municipale de ses tâches. Et faire en sorte aussi de lutter contre les dépôts sauvages, parce que vous savez, on aura l'occasion d'y revenir, on a de nombreux espaces naturels dans notre commune, et il faut aussi savoir les préserver. Nous ferons en sorte de relier les caméras de vidéoprotection de la ville à un centre de supervision urbain. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et ça nuit à l'efficacité de ce dispositif, qui, je le rappelle, est un dispositif qui est extrêmement coûteux. Nous ferons en sorte de mutualiser les services en reliant ces caméras Majolan à un centre de supervision urbain existant pour mutualiser et donc pour réduire les coûts, ce qui n'est pas le cas dans différents autres projets, puisque j'ai pu lire ici ou là la création d'un centre de supervision urbain, ce qui a un coût absolument faramineux pour les dépenses publiques. Et enfin, bien évidemment, la dimension prévention, je l'évoquais il y a quelques secondes, avec des éducateurs de prévention qui pourront être au plus proche des habitants, des besoins, je le disais, et donc travailler aussi en amont et ne pas uniquement être sur des dispositifs qui ressemblent à des dispositifs seulement de répression. Je voudrais évoquer un second point ce soir avec vous, qui est aussi un point d'intérêt majeur pour chaque Majolane et chaque Majolan, c'est notre centre-ville. Et c'est aujourd'hui un constat qui est globalement partagé, qui est le fait que notre centre-ville, malgré les efforts qui sont faits au quotidien par les artisans et les commerçants de la ville, est un centre-ville qui est finalement peu accueillant et qui est peu vivant en dehors des jours de marché. On se rend bien compte que, j'évoquais la question de la sécurité il y a quelques secondes, que ce sont des endroits qui ne sont pas véritablement accueillants. Il y a un vrai travail à faire, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas véritablement de cœur de ville. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Nous ferons en sorte de réaménager les deux places du centre-ville, la place Jean Monnet, la place Charles de Gaulle, pour faire en sorte que les Majolans puissent se réapproprier cet espace public qui aujourd'hui est en réalité un parking. Nous ferons en sorte de végétaliser aussi ces endroits pour lutter contre les différents îlots de chaleur et donner, je le disais, une dimension plus accueillante, faire en sorte que les gens s'y sentent bien, qu'ils puissent passer du temps, qu'ils puissent aller flâner, consommer chez les différents commerçants et ne pas se contenter simplement de venir dans le centre et d'en repartir aussitôt. Je veux m'arrêter 30 secondes sur ce sujet parce que c'est un sujet qui sera porté demain en cohérence avec la métropole de Lyon. Et sur le mandat qui s'achève, il faut quand même remettre un petit peu, j'allais dire, les choses en place et dire que le centre-ville, dont on parle beaucoup aujourd'hui, n'a pas du tout été la priorité de l'équipe sortante, puisque, au contraire, ils ont privilégié la création, donc dans ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle des investissements, c'est-à-dire ce que la ville, ce que chacune des communes de la métropole va demander comme réalisation donc précisément à cette collectivité. La ville de Meyzieux a fait le choix de privilégier une voirie contre laquelle nous sommes opposés, on aura peut-être l'occasion d'en parler, au lieu de réaménager les places du centre-ville. Je le redis de manière directe, de manière très transparente, nous ferons en sorte de remettre une nouvelle priorité sur les places du centre-ville. Tous ces aménagements urbains dont je parle seront bien sûr pensés et travaillés avec celles et ceux qui y habitent, les riverains, et bien évidemment les commerçants, les artisans et l'ensemble des parties prenantes.
Il y aura à court terme, parce que j'ai été aussi interrogé dessus il y a quelques jours, la mise en place par exemple pour fluidifier le stationnement de bornes à des endroits stratégiques du centre-ville qui pourront donner en temps réel le nombre de places de parking restantes, ce qui évitera aux véhicules de faire plusieurs fois le tour par exemple des places du centre, ce qui va fluidifier la circulation et donc limiter aussi la pollution, tout du moins dans le centre-ville. Ce centre-ville, il existera aussi parce qu'il sera animé et nous mettrons en place ce qui n'existe pas à mes yeux aujourd'hui, à savoir un comité des fêtes qui aura pour objectif précisément d'animer, de mutualiser à la fois les ressources, que ce soit humaines, matérielles ou techniques des différentes associations, et de créer aussi des moments pour faire en sorte que ce centre-ville soit un centre-ville beaucoup plus vivant. Je descends un petit peu plus au nord, du côté du quartier de la Gare. Alors le quartier de la Gare, vous le connaissez bien pour y passer peut-être quelquefois 5 fois par semaine pour prendre le tramway et vous rendre sur votre lieu de travail. C'est aujourd'hui le quartier le plus récent de la ville, celui qui a été urbanisé dernièrement, mais c'est aussi donc ce qui en fait le quartier le plus jeune et sur lequel on veut axer notre travail et notre réflexion parce qu'il y a énormément à faire. Je le disais, le quartier a été largement bétonné et je l'évoquais sur le projet du centre-ville avec la végétalisation des places qui ne consiste pas simplement à planter quelques arbres mais à imaginer l'espace public de manière totalement différente. Nous le ferons aussi du côté de la gare. Premièrement, avec la création d'un parc urbain, donc le parc urbain de Mézieux-Gare qui sera sur la parcelle attenante à la gare de tramway. Ce projet non seulement est intéressant, mais il est absolument réalisable, puisque je me suis rendu compte que, comme sur d'autres dossiers et d'autres projets, il avait été largement plagié dans un autre programme, donc ce qui prouve bien la faisabilité de ce programme. L'idée est de pouvoir ici apporter un poumon vert à la ville qui en a bien besoin, à la ville et au quartier, et de faire, j'insiste beaucoup là-dessus, une entrée de ville plus qualitative, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes entrent dans la ville de Mézieux par cette gare de tramway précisément, et nous devons donner aussi une image de notre ville différente par rapport à celle que nous connaissons aujourd'hui. Toujours dans le même secteur, nous ferons en sorte dans les meilleurs délais d'engager les travaux je reparlerai de la culture dans quelques instants. Toujours sur le même secteur, nous ferons en sorte de réinvestir le bâtiment de la gare, donc de l'ancienne gare, avec des services de proximité pour que nous puissions rendre ce quartier beaucoup plus vivant, beaucoup plus attractif, et pas seulement que ce soit un lieu de passage. Et le dernier élément, j'en profite pour parler un petit peu aussi de déplacement, puisque on voit aussi les difficultés de stationnement aujourd'hui qui existent sur ce quartier de la gare. Il faut faire en sorte de proposer une alternative qui soit, j'allais dire, compétitive en termes d'offres de transport, et nous mettrons en place demain, en concertation avec le Citral, qui est l'autorité compétente, des navettes de rabattement qui permettront aux heures de pointe de relier les différents quartiers de la ville pour les lier finalement aux deux gares de tramway, essentiellement la station Mézieux-Gare, mais aussi la station Mézieux-Zédy, et donc proposer une alternative pour les Majolanes et les Majolans qui souhaiteraient rejoindre ce quartier de la gare sans prendre leur véhicule personnel. Il ne faut pas être dans du punitif, mais bel et bien accompagner les différents comportements. Et si demain vous avez la possibilité de prendre une navette qui passe à côté de chez vous et qui vous dépose devant la gare de tram, vous n'avez, j'allais dire, vous avez beaucoup moins d'intérêt à prendre votre véhicule personnel que pour lequel vous ne savez pas toujours où le garer. Et c'est aussi, j'allais dire, cet accompagnement des différents comportements que l'on veut mettre en place. Je poursuis un petit peu et je parlais il y a quelques secondes de culture. Je voudrais vous parler d'un projet que nous avons sur l'aspect culturel, qui est un projet, j'allais dire un projet phare, et qui est issu de ce travail de co-construction que nous avons mené avec les Majolanes et les Majolans pendant de longs mois. Ce projet, il est très clair, il est très précis. On a eu beaucoup de retours positifs sur celui-ci. C'est le projet d'un amphithéâtre au fort de Mézieux. Le fort, aujourd'hui, c'est un espace naturel absolument magnifique, mais qui finalement n'est pas investi par les Majolans et peu fréquenté pour plusieurs raisons, notamment son accessibilité, notamment en mode doux. Nous ferons en sorte demain que les Majolans puissent se rendre sur ce lieu et avec, je disais, une dimension culturelle forte,
puisque ce théâtre de verdure, cet amphithéâtre en plein air, permettra demain d'accueillir des événements à la fois majolants, mais aussi, pourquoi pas, à vocation métropolitaine, et d'animer un lieu qui mérite vraiment de l'être et qui mérite aussi d'être connu par les majolants, parce que tout le monde n'a pas eu la chance de s'y rendre. Ce projet nous permettra dans le même temps de pouvoir travailler, je le disais, l'accessibilité au fort de Mézieux, et notamment travailler sur la continuité de la piste cyclable qui mène jusqu'à la commune de Genasse. Je le disais il y a quelques secondes, nous n'avons pas aujourd'hui une accessibilité qui est garantie, et donc beaucoup hésitent à y aller, à se rendre sur ce lieu. Nous ferons en sorte demain que cela soit possible. Vous savez que la rue du Château d'Eau, qui est la rue qui mène en partant du centre-ville et de l'église de Mézieux, qui mène jusqu'au fort de Mézieux, est une rue qu'il faudra aussi sécuriser pour faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que ce lieu devienne un lieu qui soit davantage fréquenté par les habitants. Un autre volet que je voudrais évoquer avec vous ce soir rapidement, c'est celui des solidarités. C'est une dimension majeure, et la crise sanitaire que nous avons traversée finalement a réaffirmé ce qui était déjà pour nous une priorité, que ce soit sur la liste Mieux vivre à Mézieux ou la liste qui a été conduite par Axel Marin au premier tour. Parce qu'il y a des personnes fragiles, parce qu'il y a des personnes isolées, et parce que cette crise, précisément, je le disais, a aussi accentué des inégalités et accentué aussi des difficultés que certains vivaient déjà au quotidien. Il faudra y répondre. Parmi les mesures que nous mettrons en place, entre autres, c'est la création d'une équipe mobile qui permettra précisément sur ces questions-là d'aller au-devant des habitants dans les différents quartiers pour aider à des démarches administratives, pour la question de l'accès aux droits et aussi pour de la veille sociale, parce que effectivement la question des personnes isolées notamment est une vraie question à laquelle il faut répondre, et le fait que nous allions vers les habitants est en partie une réponse que nous pouvons apporter. Il faudra en parallèle de cela, je parlais aussi du soin que nous devons apporter à nos aînés, lutter contre l'isolement, faire en sorte que les personnes soient visitées de manière régulière pour conserver une vie sociale qui soit satisfaisante et qui puisse permettre l'épanouissement de chacun. Et pour terminer sur ce volet solidarité, nous ferons en sorte de manière claire et précise de pérenniser le soutien aux associations, qu'elles soient caritatives, humanitaires. Quand je dis le soutien, ce n'est pas seulement un soutien financier, mais ça peut aussi être un soutien matériel, technique, humain, pour faire en sorte qu'elles puissent répondre dans des conditions satisfaisantes et dignes aux questions qui sont posées aujourd'hui par les plus fragiles d'entre nous. Un autre volet sur lequel je souhaite revenir, c'est la question de l'éducation. Vous savez que l'éducation est une prérogative majeure des communes, et si vous êtes parent, grand-parent, ou que vous allez le devenir, vous verrez que la question de l'éducation renvoie à beaucoup de dimensions, et surtout sur notre commune pose de nombreuses questions. La première, c'est le problème des équipements. Ça fait quasiment 40 ans que nous n'avons pas construit d'école sur la commune, et pour autant, vous le savez bien, nous avons accueilli jusqu'à 600 habitants par an certaines années, ce qui pose des difficultés concrètes d'accueil des élèves dans des conditions optimales. Et ce qui fait aussi que nous avons des écoles aujourd'hui à 550 élèves, qui sont des écoles qui ne sont plus du tout, j'allais dire, à taille humaine, et qui posent des questions même d'enseignement et de travail des agents et des personnels qui sont extrêmement délicates. Pour répondre à tout cela, nous lancerons rapidement la construction d'un nouveau groupe scolaire, ce qui aurait dû être fait déjà depuis très longtemps pour finalement rattraper le retard qui a été pris durant toutes ces années. Nous ferons en sorte aussi de manière extrêmement urgente de réhabiliter un bâtiment qui est le bâtiment de l'école Jacquière, qui pose aujourd'hui de vrais problèmes de sécurité et dans lequel on atteint des températures extrêmes, notamment au mois de juin comme en ce moment, qui peuvent dépasser les 40 degrés et qui posent des difficultés que vous pouvez imaginer aisément. Donc le bâtiment Jacquière sera aussi une priorité absolue. Par rapport aux équipements et aux écoles, aux groupes scolaires en eux-mêmes et aux bâtis, les écoles font partie du patrimoine municipal, et donc la ville se doit de les entretenir, au risque de devoir dans le futur avoir des dépenses qui seraient des dépenses
beaucoup plus importante. Nous lancerons un grand plan de rénovation thermique des bâtiments pour faire en sorte notamment de végétaliser les cours d'école. Je vais revenir dans quelques secondes sur le cas de l'école du carreau. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas aujourd'hui comment en 2020 nous pouvons réhabiliter des écoles pour des montants qui frôlent les 10 millions d'euros et continuer à bitumer les cours d'école. C'est un non-sens à la fois écologique et économique. Sur une autre dimension qui est une dimension davantage, j'allais dire, pédagogique, même si ça ne relève pas directement de la commune, nous mettrons en place un service municipal d'aide aux devoirs afin de lutter contre les inégalités scolaires et d'apporter une dimension beaucoup plus qualitative au périscolaire. L'idée est de lutter, je le disais, contre les inégalités, mais aussi d'accompagner les parents qui, après des journées quelquefois assez éreintantes, ont aussi un manque de temps pour faire l'accompagnement, j'allais dire, optimal des devoirs des enfants. Ça ne viendra pas, j'allais dire, s'y substituer, mais par contre, nous ferons en sorte que que le plus possible, finalement, les élèves puissent avoir un accompagnement qui soit un accompagnement qualitatif, qui soit mené, je disais, sur le temps périscolaire pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Et enfin, le dernier élément sur l'éducation, puisqu'on a parlé du bâti, on a parlé de la dimension plus pédagogique, il faut aussi parler de l'alimentation. Axel en a parlé un petit peu tout à l'heure. Nous prenons des engagements forts dans le contrat municipal sur l'augmentation de la part du bio dans les cantines, donc dans la restauration scolaire. Nous en avons besoin aujourd'hui. L'enjeu est très clair, c'est d'aller vers une alimentation plus saine et plus durable. On prenait tout à l'heure l'exemple de la régie agricole. Nous ferons en sorte de mettre les moyens nécessaires pour que nos enfants, mais aussi nos aînés, puisque je rappelle que nous avons la chance d'avoir une cuisine centrale à mes yeux qui s'occupe aussi d'autres établissements que les groupes scolaires, que ces personnes-là, nos aînés comme les petits Majolans et les petites Majolanes, puissent bénéficier d'une alimentation, je disais, saine et durable. Un autre point pour terminer sur ces différentes thématiques, c'est une question qui est posée régulièrement et qui est une question absolument légitime, qui est la question des moyens et de savoir comment est-ce que nous allons arriver à financer les différentes opérations, les différents projets que vous avez pu voir dans le contrat municipal et que je viens de relater brièvement. La première des réponses que je souhaite apporter, c'est qu'il y a déjà des mesures qui sont des mesures simples, concrètes, et qui ne sont pas coûteuses, qui pourront être mises en place extrêmement rapidement. Les habitants attendent aujourd'hui de l'action publique et de leurs élus, qui plus est de leurs élus de proximité avec l'équipe municipale, de la réactivité et de l'action. Un petit peu moins de communication et davantage d'action. Et donc, nous ferons en sorte de répondre à des besoins immédiats autant que possible. Je pense par exemple au réaménagement de certaines aires de jeu, je pense à de l'éclairage public en lien avec la métropole, je pense à l'installation d'arceaux et de parkings à vélo sécurisés dans le centre-ville. Tout cela, ce n'est pas extrêmement coûteux et ça pourra être mis en œuvre extrêmement rapidement dès le début du mandat. Pour répondre à la question que finalement je me suis moi-même posée, l'idée est de dire qu'il y a des économies substantielles qui sont à faire. Je vous parlais il y a quelques secondes de l'école du carreau. Nous avons une très mauvaise habitude ici à mes yeux, bien loin des discours et de la communication dont je parlais il y a quelques secondes, c'est de ne pas respecter les enveloppes budgétaires que nous prévoyons sur des programmes. Et s'il y a bien un dossier que je voudrais relever avec vous ce soir, c'est celui de l'école du carreau. L'école du carreau, donc chemin de Pommier, est une école qui connaît depuis plusieurs années une réhabilitation. Le projet initialement proposé évoquait la somme de 5,4 millions d'euros pour ce projet de réhabilitation. Nous étions plusieurs élus à l'époque à poser la question et à dire est-ce qu'il ne serait pas plus opportun et plus efficace de refaire le bâtiment complètement et donc de reconstruire une école. On nous avait dit à l'époque que ce n'était pas du tout intéressant car on était sur des sommes qui frisaient quasiment les 10 millions d'euros. De surcoût successif en surcoût successif, on arrive aujourd'hui à une enveloppe de 9,7 millions d'euros à la fin de l'année dernière. On a donc eu une explosion du budget initialement prévu et finalement on arrive aujourd'hui avec un équipement qui n'est pas un nouvel équipement, qui est bien une réhabilitation, donc avec toutes les difficultés que cela pose pour les enseignants, les enfants et les personnels, puisqu'ils doivent continuer à travailler dans des conditions qui n'étaient pas forcément optimales. Les parents s'en sont aussi rendus compte, mais surtout avec, je le disais, le coût d'une nouvelle école.
il faut absolument mettre fin à ce gaspillage de l'argent public. Nous avons le cas sur d'autres dossiers. Je pense notamment à l'espace Jean Popren, qui a vu à la fin de l'année dernière un surcoût de plus de 300 000 € en dernière minute, puisque nous n'avions pas planifié certaines choses. Nous savons bien que sur des projets de cette ampleur, il peut y avoir effectivement quelques ajustements. Mais il faut que ces ajustements restent, j'allais dire, acceptables. On ne peut pas aller jusqu'à 4 millions d'euros supplémentaires, c'est l'exemple de l'école du carreau que je prends, puisque précisément ces 4 millions d'euros nous auraient permis de réhabiliter, de faire la rénovation par exemple thermique des autres groupes scolaires de la commune. Et donc c'est déjà, j'allais dire, remettre du bon sens et remettre de l'efficacité dans la gestion de l'argent public qui va nous permettre de faire des économies substantielles et donc derrière de pouvoir les réallouer sur d'autres projets. Pour amener aussi quelques autres éléments de réponse rapide sur cette question des finances, dire aussi qu'on pourra tout à fait mobiliser l'épargne brute disponible de la ville qui est de quelques millions d'euros, pour une bonne et simple raison que la ville a tellement peu fait ces dernières années que la ville a aujourd'hui un matelas qui est utilisable justement pour ces investissements, mais dont on n'a rien fait jusque-là. Et enfin, pour terminer, nous ferons en sorte d'améliorer tout ce qui est dispositif de recherche de subventions, puisqu'aujourd'hui nous avons la possibilité, à travers beaucoup de projets, que ce soit par des fonds européens, par la région, par la métropole ou d'autres collectivités, ou par l'État de manière directe, nous avons la possibilité de financer beaucoup de dispositifs et beaucoup de mesures. Donc nous ferons tout cela pour faire en sorte que demain, chaque euro dépensé soit un euro qui est, j'allais dire, un euro intelligent et qui soit correctement utilisé au service des habitants. J'arrive à la fin de ce petit exposé. Bien évidemment, je n'ai pas eu le temps, parce que l'idée est de conserver un petit peu un échange, donc je n'ai pas eu le temps de pouvoir développer l'ensemble des thématiques. J'espère que nous pourrons y revenir par les questions que vous êtes en train de nous poser et que vous êtes nombreuses et nombreux à nous poser. Mais juste avant de passer aux questions, si vous me le permettez, je voudrais quand même dire un mot sur le contexte aujourd'hui à 5 jours de ce second tour de l'élection municipale. Visiblement, je me rends compte à travers différentes postures, à travers différents commentaires, à travers différents courriers, que cette campagne commence à être une campagne beaucoup plus dure sur les mots et sur les personnes. Je m'étonne aussi de l'agressivité de certains qui tiennent des discours, alors non pas lors de débats publics qui serait pourtant le lieu pour le faire, mais à travers des courriers envoyés à la population, qui sont des courriers à la limite de la diffamation. Pour continuer à parler de fond, je voudrais reprendre quelque chose que je n'ai jamais fait jusque-là, mais j'allais dire le contexte et les prises de position dernièrement m'y obligent. Je voudrais évoquer quelques projets qui sont mis en avant par le maire sortant à travers ces différentes plaquettes et son programme pour montrer quelquefois la folie des grandeurs, pour marquer aussi le relatif amateurisme sur certaines dispositions ou certaines mesures, ou tout simplement pour relever aussi quelquefois la surenchère. Le premier élément qui m'a frappé en lisant ce document est, je cite, la volonté de maîtriser les nouvelles constructions. Je rappellerai que l'équipe en place l'est depuis 2001, que la ville n'a jamais été aussi bétonnée que depuis ces 20 dernières années, et que tout d'un coup, à quelques jours, quelques semaines d'une élection décisive, on se rend compte que peut-être nous n'avons pas fait les choses comme il faut, et on essaye de faire un virage complet en expliquant que nous allons maîtriser les nouvelles constructions. J'ai envie de dire, on a à peu près 15 ans de retard. Une autre mesure a attiré mon attention est la création, je cite, d'une commission accessibilité. Je voudrais rappeler au maire sortant que cette commission accessibilité, elle existe depuis 10 ans et que cette commission accessibilité, elle est obligatoire. Ça montre aussi, je le dis en toute sérénité, le peu d'intérêt pour notamment les questions du handicap qui sont portées ici par le maire sortant. Une autre affirmation aussi, je cite, la question du développement de la démocratie et de la participation citoyenne à travers des consultations. Et là, voyez-vous, j'étais assis à ce moment-là parce que je me suis rappelé
certains dossiers, qui sont des dossiers qui ne datent pas d'il y a 20 ans, mais qui sont des dossiers extrêmement récents, comme la question du centre commercial Leclerc, où on a assisté à un passage en force du maire qui a même accompagné le porteur de projet à Paris pour défendre le projet face aux commerçants et aux artisans majolans qui étaient en face et qui s'étonnaient eux-mêmes de la situation. Aucune consultation n'a eu lieu. Il y a eu un questionnaire dans les boîtes aux lettres des majolans, aux frais de la collectivité, une fois que ce projet a été retoqué et rejeté en Commission nationale d'aménagement commercial. Ce n'était pas une consultation, puisque si la commission avait donné un avis favorable, les travaux auraient été déjà enclenchés. Toujours sur cette question de consultation, j'étais encore il y a quelques jours sur une visite de terrain sur un projet que défend la municipalité sortante, et ils sont plusieurs à sortir de cette majorité, le projet de VN33, qui est cette voirie traversante qui démarre à peu près à hauteur du collège Évariste Gallois, juste à l'angle de la rue de la Gare, et qui traverse, passe à proximité de l'école du Carreau, traverse le locatif donc, des pommiers et va rejoindre le chemin de Pommiers à l'angle de la rue Joseph Desbois. Nous sommes foncièrement opposés à ce projet. Il n'empêche que sur la question de la consultation, je ferai le même commentaire. À aucun moment, les riverains n'ont été consultés sur cette réalisation. Et pourtant, c'est quelque chose qui a été voté par les élus majolans à la métropole au mois de janvier dernier. Nous reviendrons sur cette décision si les majolans nous font confiance ce dimanche, que ce soit l'équipe municipale ou la liste de rassemblement des progressistes et des écologistes pour une métropole solidaire qui est portée par Hélène Geoffroy et dont des membres d'Europe Écologie Les Verts font partie. Une autre dimension que je souhaitais aborder avec vous est la question du vélodrome. Vous savez, ce vélodrome qui coûte 25 millions d'euros, qui a été annoncé en grande pompe du côté du collège Olivier de Serres, on le juge absolument inutile. Par rapport à l'exposé que nous venons de voir ensemble, on voit bien qu'il y a d'autres priorités, je le disais, la question du centre-ville, de la culture, du soutien aux associations, d'un nouveau groupe scolaire, la question d'un gymnase aussi se pose. Et il nous semble totalement incohérent, incongru, pour ne pas dire plus, de proposer aujourd'hui un équipement qui coûte quand même 25 millions d'euros d'argent public. Et donc, nous nous y opposons fermement, mais finalement, ce projet de vélodrome qui a été réaffirmé il y a quelques jours montre bien la déconnexion aujourd'hui qu'il existe entre le maire sortant et son équipe et les réels besoins des Majolanes et des Majolans. Tout à l'heure, j'évoquais la question de la sécurité en disant que nous ferons en sorte demain de relier le système de vidéoprotection de la ville à un centre de supervision urbain existant. La raison est très claire, c'est que le commissariat que nous avons aujourd'hui de police nationale est le commissariat de Dessines-Messieurs, et donc ça a du sens de faire en sorte que nous puissions relier les caméras de vidéoprotection de nos deux communes pour mutualiser les coûts. Le maire sortant dit qu'il veut créer un centre de supervision urbain. On est à peu près entre 300 et 500 000 euros de dépenses de fonctionnement par an. Donc là aussi, il faudra se prêter à l'exercice comme je viens de le faire pour savoir où est-ce que nous irons chercher ces sommes qui peuvent être des sommes extrêmement élevées. Un autre élément que je souhaiterais mettre en avant avec vous est la question qui a été abordée sur l'augmentation de la fréquence du T3. Et donc, si je regarde les éléments qui sont avancés par le maire sortant, on nous indique vouloir augmenter les fréquences du T3 en retravaillant avec le Rhône Express, donc avec Vinci, qui est l'exploitant du Rhône Express. Je voudrais dire au maire sortant, parce qu'il faudrait peut-être, vous savez, quand on arrive à l'approche de certaines échéances, on a quelquefois un petit peu la mémoire qui flanche. Je voudrais dire au maire sortant qu'il a voté contre la délibération qui a été proposée par Ocitral pour justement casser le contrat avec la société Vinci et le Rhône Express. Donc on ne peut pas, dans un programme pour l'élection municipale, défendre soi-disant les intérêts des Majolans en disant qu'on va se bagarrer et qu'on va aller contre les intérêts de l'exploitant et pour augmenter la fréquence du T3. Ce n'est pas vrai, puisque dans les faits, le maire sortant a voté contre. Voilà rapidement les quelques éléments que je voulais reprendre. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je souhaitais quand même mettre chacun face aussi à ces incohérences de temps en temps. Je le disais encore une fois, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, cette élection n'aura pas, ni au premier tour,
ni au second tour permis d'avoir un débat qui soit le plus démocratique possible et que les différents candidats puissent exposer leur vision pour la ville, pour le territoire devant les habitants, ce qui est selon moi la moindre des choses. Et donc je voulais reprendre un petit peu quelques éléments qui m'avaient interpellé. Voilà pour mon intervention. Je vous propose de vous écouter, donc de vous laisser la parole et de répondre à l'ensemble de vos questions que vous nous avez posées pendant ce direct. Question des moyens de la sécurité. Vous ferez de la sécurité une de vos priorités, mais quels moyens de plus avez-vous? Il manque du personnel, mais quel policier aimerait travailler dans notre commune? Oui, je vais peut-être répondre sur la question de la sécurité. Donc on a Drifa qui nous demande, vous ferez de la sécurité une des priorités, mais quels moyens de plus aurez-vous? Il manque du personnel, mais quel policier aimerait travailler dans notre commune? Je vous remercie pour votre question, et effectivement, il y a bien deux questions différentes ici. La première, c'est la question des moyens. J'y suis revenu tout à l'heure dans mon intervention sur précisément la sécurité, en disant que nous avons une volonté qui est claire. C'est la question, justement, enfin, c'est le principe de remettre des hommes et des femmes, vraiment de travailler avec de l'humain au centre du projet. C'est la raison pour laquelle nous recruterons, je le disais, des agents de police municipale pour faire en sorte de remettre à niveau les effectifs, ce qui nous paraît une priorité absolue. Donc les moyens, ce seront essentiellement des moyens humains, parce qu'aujourd'hui les moyens techniques, les moyens matériels sont là. Nous veillerons s'il y a des besoins particuliers, mais ce sont essentiellement des moyens humains. Votre autre question est liée et à la fois elle pourrait concerner aussi d'autres domaines. Vous dites qu'il manque du personnel, mais quel policier aimerait travailler dans notre commune? C'est la question précisément de l'attractivité en fait, de notre ville, de notre collectivité pour les différents agents qui y travaillent. Je rappelle que la ville de Meyzieux, c'est environ 600 agents. Et effectivement, nous avons, parce qu'en tant qu'élus, nous avons eu aussi en tant que citoyens à fréquenter les services et on a bien vu un turnover assez important qui pose des vraies questions sur l'attractivité de notre collectivité. Nous veillerons demain à travailler avec les différentes représentations pour faire en sorte que les agents de la ville, quel que soit leur poste, quel que soit leur statut, puissent évoluer dans des conditions qui soient des conditions optimales. Puisqu'il y a bien derrière la condition, j'allais dire, des agents, il y a aussi la qualité du service public qui est rendu. Et nous estimons que, comme nous souhaitons avoir une qualité de service rendu qui soit la plus élevée possible, il faut bien évidemment faire en sorte que les agents qui travaillent y soient bien. La question du manque de personnel sur la police municipale, finalement, se réglera, entre guillemets, de la même manière, à savoir la rémunération, les conditions de travail, enfin finalement comme tout poste salarié. On a d'autres questions sur Leclerc? La position sur le centre La position sur le centre Leclerc? Je vais répondre. Ouais, bien sûr. Nos deux listes, que ce soit celle que j'ai menée, celle qu'Issam a menée au premier tour, et puis en réalité notre liste aujourd'hui pour le deuxième tour, elles sont bien entendu contre l'extension démesurée, même l'extension tout court du centre commercial Leclerc sur la zone de Pestillieu. Je vous rappelle quand même que le projet initial, porté par le maire, mais également porté par le promoteur privé, était de tripler la surface de vente du centre commercial, de tripler le nombre de places de stationnement également. Et ça s'est fait sans aucune, ça a été proposé en tout cas, sans aucune concertation avec les habitants et de manière complètement forcée. Et il y a un collectif citoyen, et je pense que c'est là vraiment la force qu'on a vue sur Meyzieux et qui moi m'a impressionné, c'est qu'il y a eu un collectif citoyen du coup qui s'est monté contre ce projet, auquel j'ai participé. On a profité de la position d'Issam qui était élu d'opposition à l'époque, qui nous avait fourni les documents. Et avec le collectif citoyen, on est allé s'opposer à ce projet. On a été obligé de dépenser des frais de justice contre le maire Christophe Quignou. Et on est parti à Paris, où on a réussi à gagner sur la commission nationale avec des avocats
on a réussi à gagner et faire en sorte que le projet, dans sa dimension actuelle, ne puisse pas se faire, car il aurait causé en réalité des problèmes d'embouteillage supplémentaires, ça aurait ramené de la pollution sur des communes, enfin sur des quartiers qui sont déjà très pollués à côté de la rocade, ça aurait également et surtout détruit notre commerce de proximité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit 57 nouvelles moyennes surfaces, c'est-à-dire des grands commerces quand même, les gens ne vont plus consommer dans le centre-ville et tous nos commerçants indépendants locaux auraient été obligés de fermer, de mettre la clé sous la porte, quoi. Donc il y avait un vrai sujet pour défendre notre commerce local et grâce aux citoyens, aux élus d'opposition, on a réussi à gagner là-dessus. L'idée maintenant, notre objectif, c'est de voir avec les habitants, en concertation, comment est-ce qu'on va quand même rénover cette entrée de ville, rénover ce centre commercial, parce que c'est moche, on peut le dire, hein, et malgré tout, on en a besoin. Et comment est-ce qu'on peut le rénover sans l'étendre, sans construire et bétoniser sur les surfaces agricoles qu'il y a autour. Et ça, c'est un sujet qu'on travaillera dès cet été. Voilà pour cette question. Il y avait une autre question sur les conseils de quartier. Tu veux répondre, Sylvie? Je réponds. Eh ben, Issa. On a une question sur la question, sur tout ce qui est démocratie participative, sur notre manière en fait de voir les choses sur la démocratie participative. Je le disais tout à l'heure, on vient de citer l'exemple de Leclerc, c'est aussi le cas sur l'exemple de la VN33 que je prenais tout à l'heure, et sur beaucoup d'autres dossiers. On voit bien qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui, et surtout qu'il n'y a pas de volonté de co-construire avec les habitants. Je le disais, en 2020, nous ne pouvons pas faire simplement pour les habitants, il faut aussi faire avec les habitants, et donc nous utiliserons plusieurs leviers. Le premier, c'est déjà se baser sur l'existant. Et il existe à mes yeux, par exemple, un conseil de développement, qui est un conseil, donc une instance qui fonctionne, j'allais dire, normalement. La difficulté est qu'il y a extrêmement peu de considération de la part des élus de la ville et de la municipalité au sens large sur le travail qui est fait par ce conseil de développement. Nous souhaitons conserver le conseil de développement, puisque en lui-même, c'est une instance qui est pertinente. C'est le mode de fonctionnement qui nous interpelle et que nous souhaitons modifier. Nous ferons en sorte demain que ce conseil de développement il puisse s'auto-saisir sur des sujets et pas simplement travailler sur commande de l'équipe majoritaire ou plus précisément du maire, qui puisse aussi avoir des moyens propres pour pouvoir fonctionner de manière la plus indépendante possible et aussi faire un travail de communication sur précisément ces travaux, avec par exemple une page dans le Cap Mes Yeux qui serait dédiée au conseil de développement chaque mois et la possibilité d'une plénière une fois par an, sous forme un petit peu d'assemblée générale, d'assises ou d'ateliers, qui permettrait de faire un vrai moment démocratique avec une matinée consacrée au rendu des travaux du Conseil de développement et puis des ateliers l'après-midi pour précisément travailler sur différentes commissions, transport, déplacement, centre-ville, imaginez aussi la ville de demain. Dans le même temps, nous voulons aussi travailler avec beaucoup plus de proximité et de proximité dans les quartiers. Aujourd'hui, la démocratie de proximité, à mes yeux, elle se limite et en tant qu'élu, on a, comme vous certainement, fait de nombreuses réunions de quartier. Et la démocratie participative, elle se limite à mes yeux aux réunions de quartier. Ce que nous voulons faire demain, c'est mettre en place des conseils de quartier qui permettraient d'avoir déjà des quartiers qui soient bien identifiés, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, parce que les quartiers, la ville a une identité, mais les quartiers aussi, à mes yeux, ont une identité qui leur est propre. Et donc de mettre en place avec des citoyens, en parallèle avec un élu qui sera dédié pour chacun des quartiers, mettre en place cette instance, donc ce conseil de quartier, qui réunira, je le disais, un collectif, donc des citoyens qui seront volontaires, avec un élu référent qui fera l'intermédiaire avec la municipalité, pour précisément avoir des échanges qui soient constructifs, qui puissent anticiper l'avenir, les besoins des habitants, et ne pas attendre, je le disais il y a quelques secondes, la réunion de quartier qui a lieu une fois tous les 10 ou 12 mois, et au cours de laquelle les habitants qui sont mécontents et à juste titre expliquent au maire pourquoi il n'a pas répondu à son courrier qui date de 18 mois. On veut faire avec les gens. Et ces conseils de quartier, pour aller au bout de la démarche, parce que notre programme, notre contrat municipal, il est cohérent et il apporte une vision globale, c'est la possibilité d'instaurer des budgets participatifs. Donc demain, nous allouerons une part du budget municipal à des actions de proximité, justement par l'intermédiaire de ces conseils de quartier, qui pourront demain prendre la décision de faire des réalisations. Tout cela passe bien évidemment en conseil municipal et fera l'objet de délibérations, mais on redonne du pouvoir d'agir aux habitants.
parce que quelqu'un qui habite aux terrasses, à la gare, au Calabre ou au Planté, il n'est pas dans le même environnement et il ne sait pas quels sont les besoins du quartier qu'il y a à quelques kilomètres. Je rappelle que Meyzeux est une ville en plus qui est très étendue. Donc tout ça, c'est pour ramener de la proximité, recréer aussi du lien social dont on manque dans la ville d'une manière générale. Et je le disais aussi, redonner du pouvoir d'agir aux habitants, ce qui est pour nous une dimension essentielle à travers ces budgets participatifs, mais à travers aussi plein d'autres projets que l'on défend dans notre contrat municipal. Est-ce qu'on a d'autres questions? Très bien. Oui, sur les solidarités, notre projet sur les solidarités. Donc, très large. Oui, c'est un vaste projet. Donc les solidarités, vu nos valeurs humanistes, font qu'effectivement nous favoriserons le lien social et nous favoriserons aussi tout ce qui peut apporter un plus à chaque habitant, quel que soit l'âge. Donc pour les petits, notamment, nous voudrions faire plus d'aires de jeu inclusives et pour les petits porteurs de handicap. Et nous voudrions aussi, donc oui, ça vous l'a dit, faire des écoles avec des cours très végétalisés et avec des revêtements tout à fait spécifiques. Ça, c'est un point important pour nous. Pour la jeunesse, pour lequel il n'y a pour l'instant pas grand-chose de fait, et ce depuis des années, nous souhaitons aussi les mettre au cœur de la ville, avec un lieu dédié, avec un accompagnement pour des projets qu'ils pourront porter, et dans un cadre bien précis que nous pourrons financer, pour au moins les valoriser et pour leur prouver aussi qu'ils sont compétents, autant que d'autres jeunes. Nous souhaitons aussi les favoriser pour eux un lien avec les entreprises de la zone industrielle pour leur pourvoir des stages, chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Pour les familles, eh bien, nous essaierons bien évidemment de favoriser pour les familles les plus démunies. Nous aurons un regard particulier aussi pour les jeunes enfants, pour leur permettre d'accéder dans un premier temps au sport avec un chèque sport, donc toutes les personnes qui seront bénéficiaires d'allocations rentrées, que nous étendrons quelques temps après peut-être à d'autres activités, notamment culturelles. Et pour nos aînés, nous ne les oublions pas, nous voudrions aussi aller à leur rencontre dans les quartiers, parce que nous sommes aperçus que justement, lors de la campagne du premier tour, beaucoup de personnes âgées nous ont dit qu'elles étaient très éloignées du centre-ville et qu'elles ne pouvaient pas se rendre pour faire leur démarche. Donc nous proposons d'avoir une brigade mobile qui se rendrait dans des quartiers à des jours définis, des horaires définis pour être bien repérés. Et cette brigade mobile pourrait aider ces personnes isolées ou âgées, sans moyens de transport, de faire leur démarche, ou aussi, pour beaucoup de gens, leur permettre aussi d'avoir accès aux droits, parce que faute d'être proches, ils renoncent bien souvent aussi à leurs droits. Et ça, c'est un véritable problème. Enfin, je dirais que la crise sanitaire, et ça vous l'a précisé, nous a tous appris beaucoup. Et ce qu'il en est ressorti, c'était quand même cet élan de solidarité et ce lien social qui s'est établi naturellement pendant cette crise. C'est ce lien social et cette solidarité que nous voudrions conserver. Donc pour ce faire, nous voudrions faire une plateforme d'entraide en cas de problème encore de crise. Nous voudrions également faire donc un pôle de santé, parce qu'on sait que vous avez pu remarquer que beaucoup de médecins ont quitté la ville et ne sont pas renouvelés, donc ça me paraît très important. Nous allons mettre l'accent aussi, et je crois que c'est Axel qui vous en a parlé, sur la régie agricole, parce que là aussi on s'est aperçu que le bien manger est très important et que la crise sanitaire l'a révélé ô combien. Enfin, nous voudrions aussi constituer une réserve majolane, une réserve civique majolane, mais pérenne, de manière à ce qu'au moindre incident, qu'on espère le plus loin possible, s'il devait se renouveler, qu'on puisse agir immédiatement. Et on voudrait aussi que cette réserve civique soit alimentée à longueur d'année pour pouvoir être très opérationnelle et très efficace sur le terrain. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les solidarités. C'est clair. Merci. On a une question. Il est très compliqué de trouver un médecin référent sur Meyzeux. Que prévoyez-vous sur le volet santé, encore plus prégnant suite à la crise du Covid? On a parlé un petit peu avec le centre de santé. L'installation aussi, favoriser l'installation. Ouais. C'est ça. Donc, avec voilà. les locaux éventuellement. C'est ça. Donc par rapport au vélodrome qui est proposé, et c'est aussi ce que vous avez pu retrouver dans notre premier document 4 pages,
par rapport au vélodrome qui est proposé par le maire sortant à 25 millions d'euros, nous répondrons en face avec un centre de santé, un pôle de santé qui sera installé sur la commune pour justement améliorer l'offre de soins de proximité. On parle souvent des spécialistes, mais déjà à mes yeux, on a des difficultés pour prendre rendez-vous chez un généraliste et on sait qu'on a toute cette offre de soins qui est à améliorer. Effectivement, la personne qui intervient parlait des effets de la crise et du post-Covid. C'est aussi une des leçons que nous devrons bien avoir en tête et dire qu'il y a aussi tout ce qui est paramédical. Et ça pourra, donc ce centre pourra aussi permettre d'accueillir toutes les professions paramédicales dont on a aussi besoin sur la commune. Et je rajouterais également qu'on aura la volonté également de pousser l'ARS pour mettre en place un planning familial, donc plus particulièrement pour toucher les plus jeunes, pour toucher les femmes sur les questions de santé, et de les accompagner dans leur santé, quoi. Tout à fait. On a une question qui nous est posée sur le chômage avec donc le quartier des Plantés. On nous dit est l'un des plus peuplés de mes yeux et où le chômage est plus important. Que ferez-vous pour sortir les jeunes de ce quartier de leur quotidien? La réponse, elle sera forcément globale. Effectivement, c'est une question d'accès à l'emploi, mais c'est aussi une question d'accès aux droits. C'est une question aussi, quelquefois, de réussite éducative. C'est aussi la raison pour laquelle on a mis la réussite éducative pour tous comme un axe fort de notre contrat municipal. C'est une possibilité pour celles et ceux qui grandissent, quel que soit le quartier dans lequel ils grandissent, de pouvoir faire des études, de pouvoir avoir une insertion professionnelle qui soit satisfaisante, et ensuite derrière d'avoir une indépendance qui puisse permettre, on le sait, de prendre un logement et de construire sa vie. Donc ça commence avec la dimension éducation qui est essentielle, l'accès aussi au logement que l'on favorisera pour tous, pour faire en sorte que chacun, suivant son parcours de vie, puisse avoir un logement qui soit adapté à son besoin. Et enfin, ça me permet aussi de parler d'un autre volet sur lequel on a interrogé, qui est le volet emploi. La question de l'emploi et du développement économique va se poser avec encore plus de force dans les mois, dans les semaines et dans les mois, même dans les années à venir. Même si le développement économique est une compétence propre à la métropole de Lyon, nous ferons en sorte demain d'agir à l'échelle de la ville pour faire en sorte que nous puissions localiser le maximum d'emplois, qui soient des emplois pérennes, sur notre territoire. Nous avons aujourd'hui des zones d'activité, je pense à la zone industrielle, je pense aux différents petits pôles tertiaires que nous avons, mais ce qui est certain, c'est que nous avons aussi une marge de manœuvre. Et nous souhaitons demain, dans les différents projets que nous mettrons en place, conserver une dimension développement économique assez forte pour faire en sorte que chacun des projets que nous défendrons soit accompagné d'un maximum de création d'emplois, avec, lorsque ce sera possible, des clauses d'insertion qui seront intégrées suivant les marchés, suivant la nature des emplois. Mais c'est véritablement une dimension très importante. Et enfin, pour terminer, ce développement économique, je fais le lien aussi avec les commerces, avec l'offre de commerce, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a encore quelques commerçants et artisans sur mes yeux qui ont mis la clé sous la porte. Ce sont encore quelques emplois, alors c'est 2, 3, 1, 4 emplois, mais ce sont toujours des emplois qui disparaissent, et nous ferons en sorte demain, par plusieurs dispositifs, notamment le fait de pouvoir faire l'acquisition de locaux commerciaux vacances, qui permet d'améliorer le patrimoine municipal de la ville, de faire des loyers qui soient plus modérés, et précisément pour amener une offre de commerce qui soit plus diversifiée et plus pérenne, puisqu'aujourd'hui il n'y a aucun intérêt à avoir 3 ou 4 agences immobilières qui sont côte à côte, ou 3 ou 4 autres professions qui sont sur 100 mètres du même côté du trottoir. Donc c'est aussi, je le disais tout à l'heure sur un autre point, c'est aussi ramener du bon sens dans la gestion municipale. C'est aussi ça qui fait notre force et qui nous a aussi rassemblés. C'est partir vraiment des besoins, des attentes, et d'y répondre de manière la plus sensée et la plus pragmatique possible. Voilà la volonté qui nous anime. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Alors, Charles nous demande quelle nouvelle gouvernance, et en l'occurrence, quelle place donner à l'opposition si elle campe une attitude constructive. Charles est gentil parce qu'il veut déjà nous dire qu'on sera dans la majorité. Ce que je sais, et Sylvie qui est ici présente avec certaines de nos collègues élus pourraient aussi en attester, mais je crois que d'autres
conseiller de l'opposition sortant pourrait aussi nous rejoindre sur ce point-là. L'opposition aujourd'hui, les élus d'opposition à mes yeux ne sont pas du tout considérés. Nous avons de temps en temps eu des réflexions qui étaient des réflexions, je pense, pertinentes. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'école du carreau, mais aujourd'hui, on est sur un fonctionnement tellement centralisé et tourné sur soi-même que l'on estime avoir réponse à tout sur tout. C'est bien dommage parce que la plupart de nos travaux, même la quasi-totalité de nos travaux, étaient orientés justement vers cette constructivité qu'on voulait mettre en avant. Et je le répète, je pense que pendant ce mandat, nous avons eu quelquefois des idées qui étaient des idées pertinentes, qui n'ont pas été retenues. Et donc, pour répondre à la question que nous pose Charles, nous ferons en sorte demain, parce que c'est aussi notre ambition aujourd'hui, de rassembler toutes celles et ceux qui souhaitent construire pour le Meyzieu de demain, avec des valeurs que nous partageons. Et donc, nous ferons en sorte demain d'avoir un fonctionnement qui soit beaucoup plus démocratique, mais aussi beaucoup plus transparent. Nous avons interrogé à plusieurs reprises l'équipe sortante sur notamment des attributions de subventions ou des détails sur certains rapports que nous n'avons pas eu. Les élus, quels qu'ils soient, seront demain la représentation des habitants. C'est la représentation municipale qui est au conseil municipal. Et donc nous aurons, à partir du moment bien évidemment où celles et ceux qui seront autour de la table seront dans cet esprit-là, qui sera, je l'espère, un esprit constructif, nous ferons en sorte de l'être aussi pour faire avancer des projets de la ville. Et j'allais dire, si nous pouvons demain faire passer un maximum de rapports à l'unanimité, ben, nous en serons les plus heureux parce que ça voudra dire que ce sont des projets qui vont bien dans le sens de l'intérêt général et c'est ce que nous portons aujourd'hui pour la ville. Il y avait la mesure en premier. Là ? La mesure tu prends en premier. Oui, c'est encore à moi de répondre. Oui. On a une question sur quelle sera la première mesure que vous prendrez dans le cas où vous êtes élu. Donc c'est bien parce que là on prend un petit peu plus de pincettes. Dans le cas où, alors bien évidemment, il y aura, je pense, un travail à faire qui est absolument colossal parce que le bilan, le constat que l'on a dressé en partie tout à l'heure n'est pas très reluisant sur certains aspects et nous savons que demain nous aurons du travail et nous y sommes prêts, toute l'équipe est prête. Je crois que la première des priorités sera de préparer dans les meilleures conditions possibles la rentrée scolaire de septembre, puisque avec ce décalage des élections municipales et de ce second tour, au lieu que les équipes soient élues fin mars ou mi-mars, elles le seront fin juin, début juillet, et donc il va y avoir un été qui va être un été extrêmement studieux pour préparer dans les meilleures conditions possibles l'accueil des enfants, des personnels au mois de septembre. Et en parallèle de ça, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, nous lancerons rapidement un audit sur les finances de la ville, sur l'ensemble des travaux qui sont en cours, parce qu'il faudra demain aussi honorer ce qui aura été engagé par la municipalité sortante, si toutefois les Majolans nous font confiance et nous donnent mandat pour le faire. Et il faudra avoir un état des lieux précis sur, je le répète, les dépenses qui sont engagées pour pouvoir ensuite ajuster et répondre de la meilleure des manières et décliner l'ensemble de nos propositions. Il y a d'autres questions encore? On se laisse peut-être encore une ou deux questions et puis ensuite on pourra attendre des les questions réponses. aussi sur la ville festive, plus festive, je l'ai vu. Ouais. La ville plus festive, comment on Ouais. fait? Festive. Eh ben, tu parles Les de guinguettes. guinguettes, le Je fort, parle le des- fort, les Mais c'est toi qui guinguettes, présente. Donc je dois parler de la ville festive. Il y a une question qui nous est posée sur comment est-ce qu'on fait demain pour effectivement avoir une ville plus festive. J'en ai parlé rapidement quand je parlais du projet sur le fort de Meyzieu et du projet sur le centre-ville. Nous mettrons en place demain un comité des fêtes. Ce qui n'existe pas sur la commune, un comité des fêtes et des associations qui pourrait à la fois travailler le maillage associatif et aussi pouvoir travailler à des événements festifs pour faire en sorte que pour par exemple la fête des Lumières, pour la fête de la musique, nous puissions avoir des animations dignes de ce nom. Il y a des initiatives qui ont été portées ces dernières années, très souvent à l'initiative des associations et ou des commerçants et des artisans, et vraiment je veux les féliciter parce que c'est eux aujourd'hui qui sont moteurs. Nous voulons demain que la ville prenne, j'allais dire, remplisse sa part du travail et accompagne le plus possible et insuffle en fait une dynamique
pour faire en sorte que les Majolans puissent sortir, puissent se retrouver. Le contexte fait qu'il faudra, dans les mois et peut-être dans les années à venir, avoir des conditions sanitaires qui soient particulières, mais nous ferons en sorte de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions pour avoir une vie, effectivement, qui soit plus animée. Et donc, je le disais, il y a le centre-ville, il y a le fort, mais pas que. Nous souhaitons installer, par exemple, sur la période estivale, des guinguettes le long du canal, donc le long du Grand Large, pour pouvoir avoir de manière temporaire, hein, de manière éphémère, des lieux de vie avec des artisans, avec une petite restauration, avec des possibilités effectivement d'attirer du monde sur ces endroits. Voilà. Donc les guinguettes, la redynamisation du centre-ville et donc la vie festive sur les différents événements que j'ai pu citer. Nous souhaitons aussi que la ville rayonne. Et nous avons fait un choix clair qui est de faire en sorte que mes yeux puissent rayonner par la culture. Et c'est aussi l'ambition qu'on a lorsqu'on parle de la plateforme sur le fort de Mézieux. C'est la possibilité demain d'accueillir des événements majolans, mais aussi des festivals. On a la chance d'être dans une métropole qui est une métropole très dynamique, avec une politique culturelle qui est très ambitieuse. Et demain, pourquoi ne pas accueillir certains festivals à portée métropolitaine chez nous ici à Mézieux. C'est mieux que d'être connu pour cet aspect-là que pour autre chose. Et c'est ce que nous souhaitons faire demain. Marie-Pierre qui pose une question sur le parc urbain. Oui, Marie-Pierre pose une question sur la question du parc urbain à Mézieux-Gare. J'ai été interrogé sur ce point en disant mais aujourd'hui vous souhaitez faire un parc urbain mais il se trouve que la propriété est privée. Effectivement, aujourd'hui la propriété est privée. Je rappelle plusieurs choses. La première, c'est que la ville a bien évidemment un droit de préemption que l'on utilisera le cas échéant, mais je veux aussi rassurer sur la faisabilité puisque je l'évoquais au début de mon intervention tout à l'heure. Le maire sortant est venu en bonne partie plagier certains éléments de notre programme, dont cette construction d'un parc urbain au niveau de la gare. J'ose espérer que si le maire sortant propose ce type de projet, c'est que cela est bien évidemment réalisable et ça vient tout d'un coup crédibiliser aussi notre proposition. Et puis je voudrais dire aussi quelque chose d'un petit peu plus fort, c'est qu'aujourd'hui on manque de pas mal de choses dans la gestion municipale, mais surtout de volonté politique. Et nous, demain, je souhaite que nous puissions être une équipe, si les Majolans nous font confiance, une équipe qui soit mobilisée et déterminée pour faire en sorte d'améliorer le quotidien des Majolanes et des Majolans. Et ça passe aussi par ce travail d'écoute, de coopération avec aujourd'hui un propriétaire, demain un bailleur, après-demain la métropole et la semaine suivante l'État ou la région. Il faut que l'on soit dans j'allais dire, dans une dynamique constructive, mais toujours au service des habitants. Et il faut arrêter de se résigner sur tout un tas de projets. Quand on rencontre encore aujourd'hui des habitants qui nous disent « mais vous voulez faire ça, mais vous savez, à mes yeux, ça fait bien longtemps qu'on a oublié, ou bien ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu ça ». Notre projet, il est réaliste, il est pragmatique. Vous savez, nous sommes des gens qui ont les pieds sur terre, mais il faut aussi avoir cette ambition pour notre commune. Mézieux, c'est une ville qui a par exemple des espaces naturels absolument exceptionnels, qui a des atouts indéniables, qu'aujourd'hui on n'exploite pas ou qu'on sous-exploite. Et donc on ne va pas, j'allais dire, tout révolutionner, on veut simplement faire en sorte de remettre, je disais, à la fois du bon sens dans la gestion et faire en sorte que les Majolans ressortent, recréer du lien, réinvestir des espaces pour le bien-être de tous. On a le territoire pour ça, on a le potentiel pour ça, on a les énergies pour ça, et ben il faut le faire. Il faut le faire. Dernière question? Oui, sur l'emploi, le développement local, peut-être. Développement éco, c'est bon. Ouais. C'est fait. C'est fait. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres Il y a parler d'autres questions ici. On Et dans voit celles qu'on avait reçues. on voit pas. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisque les thématiques qui nous sont proposées sont des thématiques proches de ce qu'on a mis en avant. Et puis je vous propose que l'on conclue. Sachez que après ce live, on reste bien évidemment à votre écoute et que s'il y a des questions auxquelles nous n'avons toutefois pas répondu, on a essayé de les grouper un petit peu pour être plus cohérent. Vous pouvez bien évidemment nous les poser, que ce soit sur la boîte mail de contact, par téléphone, voilà, comme vous le souhaitez. Et on prendra bien évidemment le temps
de répondre à l'ensemble des questions que vous nous posez, comme c'est le cas depuis déjà un petit bout de temps, puisqu'on répond quotidiennement à des messages que les Majolanes et les Majolans nous envoient. Pour conclure, je souhaiterais quand même vous dire 2 mots. Vous remercier pour votre présence, vous remercier pour, même si elle est distancielle pour le coup, vous remercier aussi pour votre attention et vous dire que nous sommes véritablement, je le répète, à quelques jours d'un moment qui sera probablement décisif pour l'avenir de notre ville et l'avenir de notre territoire. Quelques éléments ces derniers jours me font dire que les masques tombent et qu'on voit depuis quelques jours le vrai visage de celui qui aujourd'hui est le maire sortant de la ville et qui colporte effectivement tout un tas d'idées qui sont davantage proches des idées du Front National, du Rassemblement National aujourd'hui, que des valeurs humanistes de son prédécesseur. Peut-être que la situation effectivement pour lui est relativement inconfortable, peut-être qu'elle est même défavorable, mais il faut quand même avoir raison gardée et faire en sorte d'être à la hauteur du débat que les Majolans attendent de nous. Je le disais, certains propos prônent le rejet de l'autre, la peur, et sont bien loin de valeurs humanistes que nous souhaitons porter, et c'est la raison pour laquelle il est grand temps de tourner la page. Ces procès d'intention, je l'espère, ne tromperont personne, parce qu'on voit, je le disais, voilà, un maire qui est plutôt acculé un petit peu dans les cordes et qui finalement, pour sauver sa place, est capable d'utiliser quelquefois les pires arguments. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que nous voulons parce que ce n'est pas à la hauteur de la ville, ce n'est pas à la hauteur de l'histoire de notre ville et ce n'est pas ce que les Majolans attendent de nous. Soyons, nous, précisément à la hauteur. Et j'appelle ce soir, de manière très solennelle, tous les progressistes, tous les écologistes, tous les humanistes, toutes les Majolanes et tous les Majolans qui partagent nos valeurs, qui partagent le projet que nous souhaitons développer pour mes yeux, à se rassembler, à nous rejoindre pour faire en sorte que ce dimanche 28 juin, ce soit mes yeux qui sortent gagnantes des urnes. La situation est très claire et je le disais, il faudra faire un choix. Et ce choix, aujourd'hui, à notre sens, je le répète, est pour le moins clair. Mobilisons-nous, chaque voix compte, chaque voix comptera. Nous sommes mobilisés, toute l'équipe est mobilisée au service de la ville, au service des habitants. Nous avons mis la compétence comme maître mot, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Cette équipe est cohérente, l'équipe est soudée. Je parle d'équipe depuis le début parce que je ne me suis, et je le dis en toute transparence devant certains colistiers, je ne me suis jamais senti au-dessus de l'équipe, mais bel et bien au centre de cette équipe. Et je suis fier aujourd'hui du travail que nous avons mené, que ce soit sur ce premier tour ou sur la préparation de ce second tour, avec, je le disais, une équipe qui a été largement renforcée. Je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation. Une bonne partie de l'histoire de notre commune se jouera ce dimanche 28 juin. Je compte sur la mobilisation de toutes et tous. Merci infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour votre mobilisation, pour vos messages sympas tout le long. Donc voilà, merci pour tout et à très vite. Merci à vous.